Bonsoir messieurs, on est au deuxième jour de la 19e édition de Net Manager à Majorque et ce soir on se réunit autour du premier off. L'idée c'est de revenir sur les conférences qui ont eu lieu notamment ce matin. On a beaucoup parlé d'IA, pas seulement mais beaucoup. J'aimerais tout simplement savoir quel est le sujet sur lequel vous aimeriez revenir, qui vous semble important en fait de transmettre aux professionnels de l'industrie du tourisme et du voyage d'affaires. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont marqué ce matin? Peut-être votre propre sujet, Arnaud. Ouais, les sujets que je vois qui émergent et qui font un peu consensus, c'est les enjeux de souveraineté, c'est-à-dire pas être naïf. Il n'y a pas que OpenAI dans la vie, il y a des solutions souveraines. Et deux, se rendre compte que l'IA, c'est quelque chose qui est accessible, notamment par l'open source, et qu'il faut s'en saisir. Il faut plutôt s'en saisir à plusieurs, ça c'est un des messages que je porte, mais qui je crois est assez partagé par toute la filière. Les solutions souveraines, c'est comme Mistral par exemple, ou c'est aussi plutôt l'open source? Alors souveraine technologiquement par des solutions qui sont effectivement françaises européennes, typiquement Mistral sur les LLM. Mais après il y a des solutions souveraines qui sont un peu ad hoc, c'est-à-dire que sur les couches au-dessus, comment est-ce qu'on crée des modèles qui sont plus spécifiques, plus métiers et qui sont encore plus souveraines parce qu'elles sont de construction par des partenaires d'ailleurs qui sont ici présents et par la filière elle-même. Eddy, est-ce qu'il y a un sujet qui vous a marqué? Je pense que ce qui a été intéressant, c'est qu'on a tous eu ce sentiment qu'on a une fenêtre d'opportunité à saisir maintenant, qu'il faut arrêter de se regarder le nombril, il faut plutôt retrousser ses manches. On a vraiment l'occasion aujourd'hui d'apporter à nos équipes, aux fonctions support, la capacité d'être plus pertinent, d'être plus efficace, de gagner en productivité en utilisant des solutions qu'on va, à ce jour, pour l'instant, pour bien le maîtriser, mettre plutôt en backstage pour rendre nos équipes plus efficaces. Vangelis, quel est le sujet selon vous qu'il faut faire savoir à l'industrie? Je pense que globalement l'idée c'était de dire qu'il faut franchir le pas, il faut se jeter à l'eau, il faut démystifier tout ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas le choix de prendre le train en marche. Il faut mener les transformations, accepter les innovations. On a vu que c'était pas uniquement les grands groupes ou les GAFAM qui étaient propriétaires ou qui avaient l'exclusivité de cette transformation, cette rupture technologique. Et de la même façon qu'on a tiré les leçons dans les années 2000 en étant peut-être un peu trop frileux, voire manquer d'audace, là il faut qu'on saisisse le taureau par les cornes. Et pour maintenir notre leadership au niveau du tourisme globalement et au niveau des solutions qu'on propose et de la valeur ajoutée qu'on a envie de revendiquer dans cette industrie, il faut qu'on intègre les bonnes initiatives qu'on a vues ce matin, notamment le fait de fusionner des modèles. C'était assez intéressant, hein. On se rend compte que les écoles, les étudiants, des gamins de 20 ans arrivent à mettre en place des solutions qui en quelques mois permettent d'intégrer des gains de productivité immédiatement. Donc soyons audacieux. Cyril Guéraud, quel est le sujet selon vous qui... Je crois que tout a quasiment été dit de toute façon. Il y a peut-être un paramètre complémentaire, c'est que le coût n'a jamais été aussi accessible, peut-être. C'est intéressant de se pencher maintenant sur ses propres solutions. Il est temps d'investir effectivement et les principes d'investissement et les enveloppes d'investissement sont beaucoup plus faibles que ce qui était encore il y a 6 mois. Et au-delà de tout ça, au-delà de la souveraineté, même au-delà de tout ce qu'on vient de dire, il y a un autre paramètre qui devient intéressant, c'est qu'on peut s'approprier l'IA et créer son propre modèle. Ça devient de plus en plus abordable, faisable techniquement aussi. Il y a de moins en moins de freins donc à l'entrée par le prix et puis à l'entrée aussi technologiquement. Voilà. Vous avez parlé des data space également. Est-ce que ça s'applique à des secteurs d'activité? Est-ce que ça s'applique à des segments de marché très spécifiques? Qui est concerné par cette logique de data space et quel est le lien avec la souveraineté? Alors, ça s'applique à toutes les filières. Ça se fait au niveau européen. Au niveau européen, il y a une stratégie européenne, ça s'appelle la data stratégie européenne, qui pousse les filières à se structurer en écosystème souverain data IA. Et le cœur, c'est la data, parce qu'il n'y a pas d'IA sans data. Donc c'est un pot commun dans lequel... Et donc voilà, on pousse les filières à dire voilà, structurez-vous ensemble, mutualisez les données, créer cet espace de confiance où vous pouvez partager les données pour des cas d'usage spécifiques. Et ça va permettre de passer à l'échelle. Ça va permettre à ce que demain, on puisse profiter de l'effet de réseau au niveau européen et enfin être au niveau des Américains et des Chinois, parce que c'est ça la clé. Donc ça rejoint le projet EONA, EONA X, Gen for Travel. Tout ça, c'est à peu près la même dynamique, mais
Oui, oui, en fait, il y a il y a des data space par filière, parfois un seul data space par filière. En l'occurrence, le data space transport, mobilité, tourisme, il s'appelle EONAX. C'est un data space européen, mais qui est parti de la France et qui est aujourd'hui une ADN très française. Avec dedans, on trouve Amadeus, Accor, Air France, Aéroport de Paris, SNCF, etc. Et donc, ces acteurs se rejoignent. Ils ont fait des premiers cas d'usage lors des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer des cas d'usage plus structurants, notamment sur l'IA générative. Ils sont en train de créer, on est en train de créer Gen4Travel, qui est une IA générative pour la filière voyage et qui va permettre, en fait, à la filière voyage de faire de l'agentic AI, de l'IA qui va directement permettre d'orchestrer les travel assistants préexistants pour créer des cas d'usage en bout en bout et éviter que ce soit, une fois de plus, les GAFAM, les OTA qui offrent seuls cette solution. D'accord, donc on voit que ça s'applique partout, c'est-à-dire que y a de l'IA qui va changer directement l'aspect, par exemple, des sites de réservation, donc aux yeux du grand public, et puis il y a aussi beaucoup d'IA dans les coulisses des boîtes de tech. Est-ce que, selon vous, et là l'exemple c'est des acteurs des grandes maisons en fait, à dimension internationale, est-ce qu'on va avoir des data space beaucoup plus petits? Est-ce que des petits acteurs qui n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes compétences en interne, vont pouvoir s'unir pour mettre dans un pot commun des data et créer des IA qui vont réussir à créer de la valeur autour de ces données? Enfin, il y a un combat d'une part individuel et d'autre part collectif apparemment. Alors, des modèles d'IA petits sur des 1 ou 2 acteurs, sur des cas d'usage assez circonscrits, oui, ça, il y en aura de plus en plus. Des data space, des petits data space, ça non. Parce que l'infrastructure coûte cher et le but, c'est l'effet de réseau, c'est l'effet de masse. Donc, en revanche, un data space, typiquement EONAX, va pouvoir créer des sous-domaines. Donc, typiquement, la logistique, c'est en train de se créer, est en train de créer un data space logistique, mais en fait, ils s'appuient sur le data space EONA. On crée un sous-domaine où ils auront leur propre gouvernance, mais ils vont profiter de toute l'infrastructure d'EONA. Vangelis et Eddy, vous connaissez bien le monde de l'hôtellerie. Est-ce que vous avez le sentiment que ce secteur bouge au niveau de l'IA? Est-ce qu'il est plutôt sceptique, il ne sait pas trop par où aller, ou est-ce qu'au contraire, il est en avance? Comment vous percevez la maturité de l'industrie hôtelière autour de ces sujets? C'est un secteur qui est plutôt connu pour être conservateur. On l'a vu au moment de la distribution sur Internet dans les années 2000. On a raté un peu ce virage, on a mal appréhendé les enjeux qui étaient derrière. Dans toute transformation et innovation, on oublie souvent l'humain. La technologie, c'est une chose, mais il faut un leadership pour aller mener ces transformations. Il faut embarquer les équipes, il faut qu'elles aient envie, qu'elles comprennent, qu'elles soient sensibilisées et qu'elles commencent effectivement à intégrer ça et à utiliser. Parce qu'une technologie qui n'est pas utilisée ou qui est mal utilisée, elle va pas produire les effets escomptés. Donc on a un vrai travail, une vraie responsabilité collective. Tous ceux qui ont quelque chose à raconter dans cette industrie doivent incarner un vrai leadership de transformation et on doit essayer, en tout cas relever le défi, de mener ces transformations et d'amener l'humain. Parce que la technologie, elle va suivre de toute façon. On a toutes les capacités pour le faire, les incubateurs, les initiatives comme celles que tu portes. Et donc tout ça, ça va venir, mais il faut qu'on se l'intègre. Si on l'intègre pas, on n'ira nulle part. On est dans un marché qui est ultra concurrentiel. La destination France a des choses à dire, on a des choses à prouver. L'Europe a des choses à prouver, je pense, sur le marché. In fine, le voyageur, il veut quoi? Il veut un moment mémorable, que ce soit à titre loisir ou à titre affaires. L'hospitalité a beaucoup de choses à dire. On voit aujourd'hui que les voyageurs veulent quelque chose de désirable. Et l'opportunité de l'intelligence artificielle amène cette capacité à pouvoir rendre plus désirable nos histoires et l'accueil qu'on peut avoir dans nos maisons. Mais in fine, faut rappeler quand même que l'hôtellerie, comme tu l'as dit, est très conservateur. Mais au-delà de ça, personnellement, je suis pas convaincu que l'IA va amener une révolution, mais plutôt une évolution dans les consommations, dans les usages, dans la manière de profiter des lieux. On veut des lieux qui soient vivants, qui soient plus personnels, mais ça restera une bâtisse, c'est du hard asset. Mais c'est ce qui va aussi faire la différence entre un produit qui va vivre pendant 20 ans et qui va vivre avec son temps, avec un autre produit qui va avoir beaucoup de mal à faire face aux prochaines tempêtes qui peuvent arriver. Cyril, selon vous, où est-ce que l'IA crée le plus de valeur aujourd'hui quand vous regardez toutes les initiatives qu'il y a dans la distribution, dans le tour operating, dans l'hôtellerie? Où est-ce que l'IA va créer le plus de valeur? Et est-ce que, on le dit beaucoup, mais pour l'instant on ne le voit pas, est-ce qu'on va vraiment avoir des nouvelles propositions de valeur basées sur de nouveaux modèles économiques
Et on parle de quoi? On parle dans 1 mois, dans 3 ans, dans 10 ans? C'est quoi la temporalité en fait de l'impact de l'IA? En ce qui concerne les modèles économiques, il n'y a pas forcément de révolution à ce niveau-là, ni d'évolution suffisante pour qu'on puisse en parler. Néanmoins, l'accès à la donnée est complètement en train de changer. On peut maintenant se permettre d'avoir de plus en plus de données à traiter, puisque l'IA va aider à aller récupérer uniquement la partie qui nous intéresse. On parle de plus en plus de LLM qu'on va utiliser pour faire de la transaction. Il y a Perplexity qui a sorti un système. Plusieurs initiatives en France aussi travaillent sur cette problématique. Le principe aujourd'hui, il va être l'IA c'est bien, mais avec à partir de quel moment on fait de l'argent avec? Il faut se poser cette bonne question. L'IA juste pour présenter des offres, l'IA pour se dire c'est joli, c'est inspirant, c'est très bien. Mais à un moment, il faut que ça se transforme vraiment en quelque chose de sonnant et trébuchant. C'est l'essence même d'une entreprise. On est dans une industrie qui a besoin de gagner de l'argent et l'IA peut effectivement accélérer tout ça. Je suis assez d'accord quand tu parlais tout à l'heure du fait que ce n'est pas une révolution mais une évolution. Sur le principe de l'agent de voyage aussi, ça va être une évolution de l'agent de voyage, une augmentation de ses capacités grâce à tout ce flot d'informations. Au lieu qu'il ait à le parcourir pendant des minutes, des heures, en fait, il va avoir accès à la bonne information au bon moment. C'est ça surtout qui est à noter, je pense. Au mois de janvier, Cyril, vous annonciez sur Net Manager Collection Hiver que d'ici la fin de l'année, si je me trompe pas, les homepages de sites de voyage allaient changer d'aspect et d'approche, qu'on pourrait trouver un voyage différemment. On en est où dans cette prédiction? Eh bien, c'est moins frileux que je le pensais. Il fallait bousculer un petit peu en janvier, donc effectivement, on s'est un petit peu lâché sur ces prédictions. Et en fait, ça fait bouger considérablement les lignes, en tout cas suffisamment sur un sujet en particulier. C'est que il y a une réelle prise de conscience que le moteur de réservation, comme on le connaît, avec des critères, n'est absolument plus suffisant. Voilà, ça saute de plus en plus aux yeux. On crée l'usage en plus avec les LLM où on commence à discuter avec ces principes de chat. On a des réponses qui sont de plus en plus intéressantes. Maintenant, en professionnalisant les réponses qu'on va avoir sur la partie travel en particulier et en utilisant le bon verbiage, en décomplexifiant le principe d'accès à la donnée et d'accès à la source et aussi d'accès à la transaction, on est typiquement dedans, donc je prédis même que ça va être avant la fin de l'année. Ok, dernière question. On a parlé de la fusion de modèles, on a dit que c'était moins énergivore, que c'était beaucoup plus léger. En fait, c'est moins de lignes de code, mais ce sont des modèles beaucoup plus experts, beaucoup plus précis. Et quand on fusionne plusieurs modèles experts, on arrive à créer sa propre IA qui vient régler les problématiques qu'on souhaite gérer. J'ai entendu dire par le CE, Gérard Réus qui est intervenu et qui a ouvert le Labia au sein de l'école d'ingénierie parisienne, que demain ça pourrait, enfin même aujourd'hui, ça peut tourner en fait sur du local, sur un smartphone, en offline. Moi, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est est-ce que vous pensez vraiment que demain, un voyageur qui est dans la jungle, qui est dans un parc en France, pourra aller interroger un expert de la faune, des monuments, de ce qu'il verra, tout en étant offline parce que peut-être qu'il est à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de service qui viendrait enrichir l'expérience et avoir une espèce de super guide de voyage hyper spécialisé? C'est réaliste ou c'est... C'est assez réaliste, effectivement. Aujourd'hui, avec des applications, on arrive déjà à avoir des choses à destination qui sont effectivement déconnectées. Les modèles de langage sont de plus en plus frugaux, petits et de plus en plus spécialisés, parce que la clé c'est ça à un moment, hein. Il faut arrêter de polluer une IA avec tout un tas de choses qui sont pas intéressantes, en tout cas pour un sujet précis. Et effectivement, entraîner une IA sur un sujet, ça peut rentrer dans les 70 mégas d'une application qu'on peut télécharger aujourd'hui. On télécharge bien des jeux qui font 120 mégas, pourquoi pas ce genre d'application, ça peut rentrer complètement sur les téléphones. Si on se met à la place du consommateur final, vraiment du voyageur, pas de l'industrie, quelle est selon vous, dans les prochains mois ou dans les 2 ans à venir, l'évolution la plus dingue qu'il va y avoir en termes de service?
on peut pas prédire ce qu'on allait faire avec nos téléphones. Hein. On se rappelle du petit Nokia où le mieux qu'on pouvait faire, c'était téléphoner et jouer au serpent dessus, au snake. Donc, on va avoir énormément de cas d'usage qui vont émerger. Et c'est ça la richesse de l'écosystème. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir gérer des choses qui étaient trop complexes pour être imaginables aujourd'hui, notamment l'individualisation de l'expérience, c'est-à-dire pas la personnalisation, vraiment pour chaque cas de figure, chaque personne, on va être capable de décrire quelle va être l'attente la plus pertinente, voire même la surprise, parce que l'idée, on a envie d'être surpris. Finalement, c'est presque ennuyant de s'attendre à des choses convenues, et donc on a envie de bouger des codes, de vivre des expériences de plus en plus riches. Et ça, je pense que l'IA va permettre maintenant aux opérateurs et donc au client final d'aller vivre des expériences qui sont augmentées, dont on ne connaît pas encore exactement les contours à date. Eddy, selon vous? Si on prend déjà au moment de la réservation, c'est toujours un point de pénibilité de trouver les bonnes offres, comprendre réellement ce qu'on a besoin. On a besoin d'un guide et je pense que le voyageur a besoin d'un guide pour lui bien comprendre réellement ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait moins plaisir et d'avoir la bonne surprise, comme tu le disais, Vangelis, en arrivant, que l'image qui se reflétait de ce moment de détente soit bien reflétée dans la réalité. Arnaud? Pour moi, la grande révolution qui a démarré, c'est l'agentification. C'est le fait que on va passer du LLM, c'est-à-dire le langage, au LAM, c'est-à-dire l'action, action model. C'est-à-dire que à partir de maintenant, en train de se construire des IA génératives qui vont provoquer des actions dans les systèmes d'information et qui donc du coup côté consommateur final, fait qu'il va y avoir des déclenchements d'actions son nom automatisés. Typiquement, un avion va être en retard, eh bien, il va automatiquement décaler la réservation par exemple de la voiture qui est louée, va prévenir l'hôtel et va même faire un paiement automatisé s'il y a un décalage de 10 € pour je ne sais quelle action. Ça, c'est révolutionnaire. Donc là, on rentre dans une nouvelle phase et qu'il faut voir de manière positive parce que ça donne un avantage à ceux qui maîtrisent les données métiers, les données des entreprises. Et une fois de plus, c'est un avantage qu'on a par rapport aux GAFAM. Merci à toutes et à tous pour votre attention. C'est la fin de ce off de Net Manager. À bientôt sur nos médias pour les comptes rendus de chacune des conférences. Au revoir.